Bonjour à toutes et à tous, Thibaut Mikos pour tutostock.com. Nous revoilà pour un nouveau tutoriel de base sur After Effects. Alors on va faire un tutoriel en 3 parties. Dans une première partie, nous allons voir les formes, comment les créer, comment les modifier. Dans un deuxième temps, nous allons voir l'animation 3D sur After Effects. Et dans un troisième temps, nous allons voir l'optimisation du travail sur After Effects, comment optimiser notre fabrication d'animation, aller plus vite et à la fois être mieux organisé pour être compris par d'autres graphistes qui pourraient récupérer nos projets, voire nous-mêmes dans un temps futur où l'on récupérera des projets qu'on aimerait comprendre rapidement. Et donc pour ça, il faut être très organisé à la base pour prévoir les choses. Donc voilà, à tout de suite. Donc nous voilà sur After Effects. On va voir ensemble donc dans un premier temps les formes. Alors on peut les faire de différentes façons, soit à partir de solides sur After Effects, soit directement fabriquer sur notre timeline les formes à proprement parler. Et ensuite on va faire un très léger tour vers Illustrator pour faire de simples formes. Donc on commence dans l'onglet projet. Donc je vous invite, pour ceux qui tombent sur le tutoriel, de profiter du tutoriel gratuit qui montre les bases d'After Effects, sur lesquelles je ne reviendrai pas forcément aussi lentement. Donc voilà, nous commençons. Clic droit à nouvelle composition. On va travailler en HD, Full HD, pixels carrés, 25 images par seconde, la fréquence standard. Résolution 1/4 pour éviter pour l'instant des trop grands temps de calcul. Au niveau de la durée, on reste sur 5 secondes. Ça va être bien pour faire une petite animation. Couleur de l'arrière-plan, on va mettre noir. Ok, alors attention, je fais juste un petit rappel. Quand on annonce un fond de composition noir, faut savoir que si jamais vous utilisez de la transparence, ce noir là, il n'est pas opaque, il est transparent. Voilà. Ici, c'est le fameux onglet damier qui permet de voir la transparence. Si vous voulez avoir un fond noir, il faut faire clic droit, créer solide. Et à ce moment-là, vous avez un noir, et quand vous cliquez là pour vérifier la transparence, on voit bien que le noir est persistant et qu'il y a bien un solide noir pour faire le fond. Alors, on va modifier juste la couleur pour arriver à quelque chose d'un peu plus... un fond un peu moins simple. Donc vous faites clic droit, effet, génération, dégradé. Donc voilà, on a un dégradé, bon ça c'est assez moche. Donc là vous avez remarqué, à côté de projet, on est sur l'onglet effet dont j'ai parlé au premier tutoriel, dans lequel est appliqué l'effet que l'on a choisi. Ici je vais choisir une petite couleur pastel verte, très claire. Hop. Ici vous mettez radial, en fait là on voit que le type est linéaire, c'est-à-dire qu'en fait il va partir d'un point situé ici. Si jamais on clique ici, il va le mettre autre part. Et le point ici. Nous allons le mettre en radial. Alors là, justement, j'aimerais faire l'inverse. Avoir du blanc ici et du vert autour. Voilà. On l'étire pour essayer de diluer un petit peu le dégradé. Ensuite, maintenant, on va créer des formes. Alors, déjà, renommez-le fond. On retourne sur projet. Composition, pensez bien à tout renommer. On va appeler ça composition forme, test forme. Pardon. Voilà. Alors ensuite, nous allons créer la première forme. Dans un premier temps, comme je vous ai expliqué au début, on va travailler sur de la modification de solides, alors via des masques. Alors on va voir ensemble les masques, c'est assez important. Vous faites clic droit, créer solide, c'est standard. Vous vérifiez bien que c'est à la taille de la composition. Vous le renommez forme 1. Ok, on va lui donner une couleur pastel rose. Alors ici vous avez plusieurs façons de modifier votre solide. Alors vous avez les poignées de modification.
qui sont animables, évidemment, puisque là, en fait, quand vous bougez, vous ne bougez pas la position, mais l'échelle. On le voit ici, échelle. Ou vous avez une autre solution, c'est d'utiliser la plume. En fait, la plume va appliquer, quand vous avez un solide sélectionné, va appliquer un masque. Le masque, par exemple ici, on va faire un simple triangle, alors complètement aléatoire. Voilà, donc là, quand vous cliquez sur votre solide et que vous le bougez, voilà, vous avez votre solide qui est évidemment voilà, modifiable si vous avez envie de travailler autrement. Alors bien sûr là j'ai fait un tracé complètement standard, mais par exemple dupliquons cette forme avec édition, dupliquer ou CTRL D, hop, on part du côté, vous cliquez sur la petite flèche, masque, vous supprimez le masque, et là on récupère donc le solide de base et non plus le masque qui restreignait l'apparition du solide dans sa zone. Là par exemple, moi je l'ai fait directement à la plume dans une forme que j'aurais pu faire via des courbes de Bézier. Hop, un petit masque. Voilà. On aurait pu faire ça, pardon. Alors là, regardez par exemple, un excellent exemple d'erreur de ma part. Là, j'ai voulu cliquer sur cette forme-là rose, mais j'ai cliqué sur le fond et il s'est décalé. Donc la technique, c'est de venir ici et de cliquer sur le petit cadenas, qui vous permet de locker votre fond et pas justement pour éviter toute modification. Donc là, on vient, on récupère, on peut bouger, on peut le mettre de côté avec celui-là pour dupliquer de nouveau, on duplique, on tape sur M, le raccourci M, pour accéder directement au masque. En fait c'est l'équivalent de cette petite flèche là, plutôt que d'aller dans les masques, vous faites simplement M, et il vous annonce le masque, vous le supprimez. Alors, là au niveau géométrie, voilà, réinitialiser pour avoir un solide qui prend la totalité de la composition. Ensuite vous revenez ici et là à côté de cette plume là qui vous a permis de faire le triangle et le petit masque, vous avez des formes. Alors le rectangle arrondi à bord arrondi qui est très utilisé actuellement, l'outil ellipse qui vous permet de faire des ovales ou des ronds, l'outil polygone ou l'outil étoile. On va utiliser le rectangle arrondi pour que vous voyez bien. Hop. Et voilà, et donc là on a des formes comme ça qui sont assez simplistes. Mais à partir de là, vous pouvez commencer des animations. On va voir ensemble les différentes formes très rapidement. Hop, on appuie sur M, on supprime le masque, clic droit, géométrie, réinitialiser pour prendre tout l'écran. On laisse son clic enfoncé, rectangle par exemple. CTRL D, M, on supprime le masque, clic droit, géométrie, réinitialiser. On va prendre l'outil ellipse. Quand vous cliquez et que vous laissez votre clic enfoncé sans toucher au clavier, vous avez comme ça des formes aléatoires d'ellipse. Donc quand vous appuyez sur majuscule, ça va verrouiller les proportions et vous allez avoir justement un rond parfait. Donc en laissant votre clic enfoncé et en appuyant sur majuscule, vous gardez comme ça l'échelle. C'est la même chose quand vous modifiez l'échelle à partir de ces petits points de modification. Quand vous appuyez sur majuscule et contrôle, vous avez un cercle qui se forme centré sur le premier clic. C'est-à-dire que si jamais vous cliquez au centre, vous faites majuscule pour conserver les proportions et contrôle enfoncé, le cercle se fera à partir du point du clic. C'est assez important, ça peut vous faciliter la vie sur certaines créations. Il existe une autre manière de fabriquer des formes sur After Effects, hors modification de solides via des masques. Donc on supprime ces solides
Et là, on vient directement, sans même créer de solide à la base, venir chercher les outils formes, toujours sur l'outil ellipse. Hop, toujours la même chose, contrôle pour faire à partir du clic, hop. Et là, on a une forme qui nous est proposée dans un fond rouge, etc. Et en fait, ici, on peut être amené à modifier des choses. Alors là, on a le fond. Quand on clique sur le fond, on peut avoir soit pas de fond, soit un fond uni, un fond dégradé, ou dégradé radial. Radial parce que c'est en forme de cercle. Vous avez ici les modes de fusion qui sont classiques que vous pouvez retrouver sur Photoshop ou Illustrator, l'opacité. Donc on va aller sur quelque chose d'uni. Ici, sur le contour, on a les mêmes choses. On va rester sur quelque chose d'uni. Alors là, on voit pas bien le contour, mais il est présent parce qu'il est de couleur blanche. Sachant que le fond est un peu... Hop, on va le mettre vert foncé. Et ici, vous avez la taille du contour qui est en 10 pixels, donc vous pouvez l'agrandir. Maintenant, on va voir ensemble comment créer cette forme sur Illustrator. Voici donc l'interface d'Illustrator. On va voir ensemble comment créer la même forme verte et rouge que l'on a ici. La différence, pour le moment, on ne va pas la voir, on la verra sur un tutoriel spécifique à Illustrator. Ici, c'est juste pour vous montrer les différentes alternatives possibles. Donc, nouveau, vous créez un document, on va ici aller dans vidéo et film. On va mettre HDV 1080, on voit qu'on récupère les données Full HD 1920 x 1080 pixels. Voilà, on met OK. On est sur un format 16 neuvième comme on a. Bon, c'est pour vous montrer une transparence, le damier. On vient ici. Ici, on a les formes d'Illustrator. On va récupérer l'outil ellipse puisqu'on veut créer à peu près le même. On tient un majuscule enfoncé pour la forme. Alors là, on voit pas très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre l'outil rectangle. On va tracer un rectangle blanc pour mieux voir. Ici, on a les calques, vous pouvez la voir, moi je l'ai ici pour mon interface, mais vous pouvez la voir en fait simplement là, dans votre colonne. Vous cliquez sur le petit triangle, là vous avez votre tracé, donc comme c'est un fond comme pour After Effects tout à l'heure, on verrouille, et ensuite on va chercher cette fameuse forme ellipse. Et ici, on tient majuscule enfoncé et Alt enfoncé pour avoir une modification qui varie en fonction du point de clic. On a donc une forme, on regarde en haut à droite, qui est entourée de noir et remplie de blanc. Blanc sur blanc, on ne voit pas. On double-clique sur le blanc. On va le chercher en rouge. Et sur la bordure, nous, ce qu'on veut, c'est du vert foncé. Alors, la modification de l'épaisseur du contour sur After Effects, elle se faisait juste au-dessus, ici elle se fait à gauche. On est sur du 10, on va monter encore, sur du 40. Voilà, on a cet objet. On va supprimer, parce que nous on veut récupérer que le cercle avec son contour. Donc on va supprimer ce rectangle blanc, on le déverrouille, on le sélectionne, on le supprime, hop. On va dans Fichier, Enregistrer, Forme Illustrator, enregistrer Adobe Illustrator.ai, ça c'est bien, ok. Illustrator CS5, CS3 ou CS4, comme vous pouvez. Ok, on ferme. On retourne sur After Effects, clic droit dans votre chutier projet, importation, fichier, forme Illustrator, il est là, on l'importe dans notre composition. Bon, hormis les verts qui ne sont pas identiques puisque je n'ai pas retenu le code couleur, on voit qu'on a créé d'une autre manière sur Illustrator cette forme. Pour ce dernier complément sur les formes dans After Effects, nous allons voir en fait les paramètres de forme qui sont animables sur une forme d'After Effects. Donc ouvrons une composition avec clic droit, nouvelle composition, 10 secondes, ok. Nous allons créer un fond avec créer solide. Peu importe la couleur de base puisque nous allons faire clic droit, effet, ça vous rappelle quelque chose, génération dégradée, toujours la même chose,
hop, un radial, et là, une petite couleur beige, au centre, une couleur blanche, ok, on verrouille pour pas avoir de problème. Ensuite après on va créer directement une forme, on va créer un rond, pour toujours rester autour du même thème, hop, on crée un rond. Donc, je récapitule, fond vert, contour bleu, 10 pixels. Pour modifier cette forme, il suffit en fait d'aller dans contenu, donc vous, hop, contenu, ellipse. Et ici, vous allez avoir le tracé de l'ellipse qui est modifiable en temps. Le contour, alors pour les tirer, ça c'est voilà, c'est pour le contour, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on va le voir ensemble. Le type de remplissage et une transformation. Alors, il faut savoir que hormis sur le contour, le contenu intérieur qui est modifiable dans le temps via ces menus, tout ce qui est modification d'échelle, de position, etc., il vaut mieux le faire directement ici dans transformer, et comme je l'ai appris dans le premier tutoriel, venir modifier la position, l'échelle, etc. Par exemple, vous pouvez modifier la position dans le temps, par exemple à t égale 0. On va rajouter encore un petit rebond. Hop, on va avancer encore un petit peu. Intermédiaire. Voilà. Bon. C'est pas l'animation est évidemment pas optimale parce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait hop. Bon, l'animation n'est pas optimale, c'est pour vous montrer quelque chose. Ici, vous avez le flou, l'activation du flou de bouger qu'il faut activer également ici et qui va en fait vous permettre d'avoir un petit flou qu'on voit ici qui va donner beaucoup de réalisme à vos animations. Et ce flou de bouger, il est fait en fonction de la vitesse de l'objet et des paramètres de transformer. C'est-à-dire que si ici, par exemple, on va bouger l'échelle de manière très rapide, on a un point clé, donc là en fait j'ai mis une échelle à 100%, échelle à 100% également ici, et au milieu je vais mettre un 300. Ici on voit le flou de bouger agir, hop. Maintenant on va refaire cette animation là, hop, on enlève les clés, on réinitialise, ça revient au centre comme on l'a vu tout à l'heure. Donc maintenant on va le faire avec le contenu. Alors le contenu, ici vous avez dans tracé, ellipse, taille et position, taille qui représente l'échelle, comme on vient de le voir, et vous avez la position. Hop. Alors, par exemple, on va faire cette animation, donc on va avec position décalée, une seconde, on redécale, on redécale. On redécale. Alors là, vous remarquerez que par exemple, sur la valeur position, nous n'avons pas comme au préalable les traits ici qui viennent nous montrer par les pointillés l'évolution et la rapidité de l'objet. On ne voit plus rien, il n'y a plus aucun repère. Alors ça pose déjà un premier problème, puisque nous, ce qu'on aimerait, c'est voir quand même les courbes de mouvement de l'objet qui sont quand même essentiel à toute animation, puisque là par exemple on ne sait même pas où on est, quelle forme aura la trajectoire de notre objet, donc ça pose un réel problème. De plus, la plupart des animations autres que des objets comme ça qui permettent la modification de la taille et de la position, tout autre objet comme des photos, des vidéos, des choses que vous ramènerez ensuite ne pourront pas être animés avec cette taille et cette position, ce qui fait qu'on va mélanger à la fois des objets comme cette forme là qui vont être animés avec taille et position sans avoir de ligne de trajectoire, etc., et d'autres objets de différents formats qui vont venir s'intercaler dans l'animation. Il vaut mieux plutôt faire cette animation en position comme on vient de le voir, plutôt que venir modifier le contenu, ellipse, perdre du temps à venir jusqu'ici.
pour modifier quelque chose qui n'est pas forcément très évident. Voilà, donc vous pouvez modifier la taille, etc. Mais n'essayez pas de l'animer ça pourra vous servir plus tard dans des animations un peu complexes, mais pour des animations basiques, voire intermédiaires plus, oubliez complètement d'animer ce genre de choses. Mais bon, voilà, vous savez que ça existe. Ensuite, après sur le contour, vous pouvez modifier la couleur, évidemment, en fonction du temps. Hop. Bon, voilà, c'est assez primaire. Voilà, vous avez une modification de la couleur dans le temps. Vous avez l'opacité, exclusivement du contour, c'est ce qui diffère un peu de l'opacité globale. Vous avez la largeur du contour, pareil, animable dans le temps. Dès que vous avez un chronomètre, c'est que c'est animable dans le temps. Au niveau de l'extrémité, alors là, on crée une ligne. Voilà. Contenu, forme, contour. Vous avez la forme, l'opacité, puisque là on n'a qu'un contour, puisque c'est un trait, il n'y a pas de remplissage. Et là vous avez extrémité à bord carré, à bord arrondi. Là on voit que c'est arrondi. Projeté. C'est-à-dire en fait c'est carré, mais avec une bordure, c'est-à-dire par rapport à l'extrémité carrée, là on voit qu'il rajoute une petite bordure, pardon. Voilà, en plus. Donc revenons à notre forme, donc on supprime la forme rectangle juste pour rester sur le rond, pour pas se dissiper. Ensuite après, les tirés, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez la possibilité comme ça de faire des pointillés, de décaler ou pas vos animations. Alors là on voit qu'on n'est pas sur... c'est à vous de jauger un petit peu en fonction de la circonférence, effectivement le chiffre n'est pas le même. Ici vous avez le remplissage qui peut être modifié selon différentes modes de fusion. Vous avez la couleur, évidemment, toujours animable dans le temps, etc. Et son opacité, exclusivement au remplissage. Et ensuite vous avez tout ce qui est standard, position. Hop. Là vous vous rendez compte que c'est exactement la même chose que la taille et la position du tracé. Bon là vous avez échelle, toujours basé sur le point d'ancrage comme on a vu, donc hop. Rotation, etc. Alors l'oblique, voilà, l'angle de l'oblique. Vous pouvez comme ça animer des choses un peu fluides. Mais bon, c'est de goût douteux, vous pouvez faire rotation, etc. Donc voilà, on a vu à peu près tous les paramètres du contenu d'une forme qui peuvent être appliqués. Nous allons voir maintenant l'animation 3D à travers un effet bien connu qui est en fait les bibliothèques iTunes avec les balayages, les reflets au sol, etc. Voilà, à tout de suite. Nous allons voir ensemble l'animation 3D à travers un mouvement de dalle circulaire en 3D façon bibliothèque iTunes. Donc pour cela nous allons faire clic droit, composition, tout est bon, 10 secondes, ok. Ici nous allons faire une forme comme nous avons vu tout à l'heure. Alors cette forme elle est de fond noir, de contour blanc avec une épaisseur de 6. On va mettre à 10 pour bien la voir. Alors cette forme, nous allons la faire bouger en 3D dans l'espace. Donc il faut actionner le mode 3D sur cet objet. Alors nous allons appuyer ici sur le petit carré en 3D pour valider la 3D. Alors sur la transformation, ici, vous allez voir qu'une troisième dimension est apparue, donc au niveau du point d'ancrage, au niveau de la position, au niveau de l'échelle. Même si ici on est sur un objet plat, donc l'échelle en profondeur ne variera pas, on ne peut pas avec cet objet là créer une profondeur. L'orientation, mais à la fois en 3D, ce qui change quand même pas mal les choses en animation. Mais ici en fait la différence avec la rotation, là ici on a la même impression. La seule différence,
comme on l'a vu dans le premier tutoriel sur l'animation de base. Vous avez la possibilité ici d'animer au tour, c'est-à-dire que sur l'orientation, si dans le temps, sur une seconde, on commence à monter à 360 degrés pour faire un tour, on va voir que hop, on revient à 0, ce qui fait que l'animation, voilà, ne va faire que l'angle. Alors que si jamais on modifie sur X et que l'on va à une seconde arriver à faire un tour plus quelques degrés, il ne va pas juste nous faire un petit degré comme ça, il va faire un tour qui est contenu ici dans le 1 qui va apparaître, qui détermine en fait que l'objet va faire sur X un tour plus 26 degrés à partir de 0. Donc voilà, c'est plat, ça tourne une fois et ça fait encore 26 degrés. Voilà l'avantage des rotations sur X plutôt que la simple orientation qui va vous servir à juste orienter sur un angle sans faire de tour un objet. Donc voilà, on réinitialise la valeur pour être à 0. Et c'est comme ça, grâce à cette troisième dimension qui est prête, que l'on va animer cet objet. Alors on veut lui faire un tour circulaire dans l'espace, donc position initiale, ce sera celle-là. À 1 seconde, il sera en profondeur de 500 et il sera décalé là en déterminant que 460 à l'origine ce sera le centre du cercle. On le pousse à droite de 960, donc 1920. Nous allons à 2 secondes, on récupère le premier, et comme nous l'avons fait aller à 500 ici, il ira à 1000 en profondeur, pour finalement aller à gauche, à la même profondeur que lui, mais à 960 moins 960, égale à 0. Et on le fait à 4 secondes, au 4e temps, revenir à sa position d'origine. Donc là, le problème, c'est qu'on sent qu'il part au fond, qu'il revient, mais on n'a pas cette impression de 3D. Pour ce faire, il faut insérer une caméra, donc clic droit, créer caméra, 35 mm, très bien, caméra, on laisse le nom, ça on le verra tout à l'heure, ok. Donc ici vous avez une caméra qui est active. Alors ça ne change rien pour le moment, sauf que vous avez la possibilité maintenant de venir pivoter dans l'espace comme un soft 3D avec cet outil là qui est l'outil caméra unifié. After Effects vous propose différents outils et qui vont vous permettre de bouger dans l'espace. Donc vous avez le raccourci C qui vous permet là donc de pivoter dans l'espace et de mieux voir la rotation de l'objet. Alors là on va un peu mieux se positionner, donc en appuyant sur C vous pouvez switcher comme ça entre les différents outils. Le deuxième ressemble, c'est l'orbital, ça ressemble énormément à la première caméra. La deuxième vous permet de faire une translation et la dernière, c'est que vous allez beaucoup utiliser, vous permet comme ça d'aller dans la profondeur. Donc là on a l'objet et là soudain on devine la trajectoire. Donc on va juste s'orienter avec C de manière un peu plus optimale. Ici l'objet est un peu grand, on va diminuer l'échelle tout d'abord. Et ensuite pour modifier la trajectoire, parce que là on sent bien en venant au-dessus qu'il y a un problème de forme, puisque nous aimerions un cercle. Donc la technique, c'est de venir modifier les points. Alors, hop, vous pouvez venir alors là, on se rend bien compte qu'il y a un problème de format. Pour ce faire, il suffit de venir cliquer sur votre plume et de modifier comme ça
la trajectoire via des courbes de Bézier. Alors les courbes de Bézier, on va le voir sur Illustrator, c'est extrêmement intéressant pour faire du dessin vectoriel. Ça vous permet comme ça avec les petites manettes de venir modifier ici la trajectoire ou la forme des objets. Hop, majuscule pour verrouiller. Et comme ça, on a un mouvement qui est plus proche du cercle. Alors, on va revenir pour un pivot plus classique. Là maintenant, on va dupliquer cette forme en faisant CTRL D. On va appuyer sur U pour que After Effects nous indique quel outil, quelle notion, quel élément est animé dans le temps. Donc ici on a position, le chrono indique qu'il y a bien des clés, les clés sont ici. Nous, ce qu'on aimerait ici, c'est que le deuxième rectangle soit décalé par rapport au premier. Et bien pour ce faire, c'est assez simple, il suffit juste de venir glisser l'animation. Vous dupliquez, CTRL D. Et comme ça, vous avez donc une animation ici vous avez le flou de bouger. Alors regardez, ici quand on lance l'animation, voilà, c'est assez propre. Mais ce qui rend vraiment réaliste une animation, c'est l'application du flou de bouger qui est ici. On active la prévisualisation du flou de bouger et ici, on l'active sur tous les solides. Ce qui permet en fait, quand on prévisualise, d'avoir un petit flou comme ça, très sympathique, du mouvement de l'objet. Alors je vous avais dit que l'on verrait un paramètre en double-cliquant ici, c'est la profondeur de champ, donc on l'active. On va la modifier directement dans les menus. On va venir se rapprocher de notre animation. Nous allons dans caméra, option caméra, profondeur de champ. Et là vous allez augmenter l'ouverture. Ici un flou, en fait c'est comme le point sur une vraie caméra. Ça vous permet en fait de déterminer la profondeur de champ de cette caméra virtuelle. Et donc tous les éléments sont modifiables. Vous pouvez la distance de mise au point, hop. On voit qu'on l'a fait pivoter vers le fond. Donc tous les objets en premier plan vont être flous. Et ça, cette technique-là en fait de profondeur de champ, elle vous permet de rendre encore davantage réaliste vos animations 3D, en plus du flou de bouger qui va être appliqué. Pensez, si vous le pouvez, à appliquer cette fameuse profondeur de champ. Alors effectivement, en fonction de la valeur d'ouverture, vous aurez un flou qui est plus ou moins prononcé. Pas besoin non plus de trop pousser votre flou. Vous pouvez arriver à des choses très propres avec une petite ouverture. Donc là on voit bien au fond que dans l'animation que c'est net en fond et flou devant. Donc maintenant ce qu'on va voir pour finaliser cette animation, on va juste couper cette profondeur de champ temporellement puisqu'elle prend énormément de mémoire, supprimer également ce fameux flou de bouger. On va repivoter sur une vue plus standard et reculer. Et là, nous allons faire en fait les reflets au sol. Alors pour faire les reflets au sol, nous reprenons notre animation. Nous dupliquons ces éléments. Alors là, évidemment, chacun est dupliqué et superposé à lui-même. Donc nous descendons tous les éléments et nous changeons la couleur ici. Alors, je vais mettre de vert pour bien différencier le reflet de l'objet principal. Alors, donc ce que nous allons faire, c'est simplement déterminer que tous les points, au lieu de tourner à cette hauteur-là, vont tous descendre
d'un cran. Alors, c'est pas très compliqué. Nous sommes là avec tous les points clés des animations des futurs reflets. Nous allons isoler visuellement les reflets pour un plus grand confort. Donc, sachant que tous sont sélectionnés, vous cliquez sur ce carré ici, qui va en fait mettre en solo tous les reflets. On ne verra plus les calques du dessus. Donc nous allons sélectionner ce premier là comme exemple. Nous, ce que nous aimerions donc, c'est le descendre, mais descendre tous ces points là. Pour ce faire, vous allez cliquer sur ce modificateur position qui va sélectionner tous les points. Donc tous les points sont sélectionnés. Votre curseur, attention, c'est très important, se situe sur une des clés. Et vous venez ici descendre l'intégralité de votre animation. Ainsi, on a bien celui-là qui est descendu. Le problème que l'on a ici, en revenant en arrière, c'est que si vous devez le faire pour un, puis revenir se mettre sur une clé, le deuxième, le descendre, ça devient extrêmement fastidieux. Alors il existe deux techniques. La première est un petit peu artisanale. Il suffit en fait de mettre un point commun à tous, de sélectionner avec majuscule toutes les positions de tous les calques, et comme on vient de le voir, de descendre la valeur. Donc là, on a le résultat que l'on veut, puisque toute l'animation est descendue. Le problème, c'est que voilà, c'est un petit peu hésitant. Les valeurs ici sont là un peu de manière chaotique. Donc il existe une autre solution bien meilleure et qui va vous servir dans les animations de manière générale. C'est de créer un repère sur lequel vont se baser tous les calques de reflets et qui va lui bouger et entraîner tous les autres calques. Pour ce faire, c'est le célèbre objet nul. Alors l'objet nul, c'est un objet qui est invisible au rendu, qui n'a pas de corps, mais qui va servir de guide. Donc nous le descendons, on va l'appeler avec majuscule guide reflet. Vous cliquez sur tous les reflets et vous allez faire ici avec ce petit tourbillon ou directement ici guide. Et donc en fait vous déterminez que tous ces calques sont l'enfant du parent guide. C'est-à-dire qu'une fois que je vais modifier cet objet guide, tous les reflets vont suivre. Bon, alors le problème qu'on a ici, c'est que nous avons un guide qui n'est pas en 3D, donc ça, il faut tout de suite le modifier. Et ça vous permet comme ça d'avoir également la possibilité de bouger votre objet nul en profondeur, voire faire une rotation. Alors là, on ne voit pas parce que... Mais regardez, l'utilité que vous pouvez avoir, c'est de bouger l'intégralité de tous vos objets, votre animation, etc. Sans expression, sans rien, c'est idéal. On va enlever ce solo. Vous venez ici, non pas cliquer sur chaque calque avec les positions et ça, mais juste modifier votre guide. Hop. Ah, ici, on voit qu'il a conservé une rotation, 0. On voit que tous sont à la même échelle et on va le descendre sur Y. Et on a ainsi, en modifiant, là pour le coup on est obligé, l'opacité de chacun en 20, on a ainsi un jeu de reflets au sol pour chaque calque. Et vous pouvez évidemment utiliser un autre guide pour ceux du dessus, pour les modifier, les monter, etc. Là nous n'avons que mis en relation enfant-parent les reflets à un guide reflet, mais vous pouvez faire un guide dalle qui va vous permettre je ne sais quoi, ou faire voir un guide carrément de la totalité de l'animation, c'est-à-dire que là vous faites un guide objet nul, un guide global. Alors là le guide reflet guide forcément les reflets, on va faire peut-être un guide dalle, on va venir placer au-dessus.
là, au lieu de faire guide dalle comme on l'a fait tout à l'heure, là je vous montre avec le tourbillon, on voit qu'on a exactement le même résultat. Et ce guide global, eh ben, c'est bien simple, on va mettre que le guide reflet et le guide dalle seront les enfants du guide global. Et donc comme ça, vous pouvez modifier, toujours en 3D, la position, l'orientation, dans le temps, de l'élément. Et là, vous avez toute votre animation qui va bouger. Et on a ainsi, comme ça, la possibilité de modifier comme ça, à notre guise, chaque élément. Pour finir ce deuxième tutoriel, je vais faire un petit récapitulatif pour optimiser votre production sur After Effects. Donc là, j'ai conservé notre dernier projet sur les dalles animées pour vous montrer en fait différentes choses. Alors, premièrement, pour optimiser votre session After Effects, il est important de renommer chacun des éléments. Alors ici nous avons composition 1 en nom, alors il est important de le renommer, appelons-le compo dalle. Ici on se rend compte qu'on a forme 1, forme 2, si jamais vous créez d'autres formes avec des ronds, des trucs, des bidules, ils vont tous s'appeler calque forme, donc il est important de renommer à la base et non pas maintenant comme on le fait maintenant justement pour vous montrer que c'est vraiment pas idéal, de marquer dalle 01. Hop. Et de le faire comme ça pour tous, alors que si vous l'aviez fait directement à la base appelé dalle01, au moment de la duplication vous auriez comme ça une incrémentation avec le nom dalle qui serait présente et vous auriez directement, au lieu de quelques formes 0, quelques formes truc, vous auriez directement dalle reflet 01, 02, 03, etc., etc. Et ça vous permet comme ça de beaucoup plus facilement vous retrouver dans votre projet. Mais il y a une autre préoccupation que vous devez avoir, c'est dans le cas où vous auriez à transmettre votre projet After Effects à d'autres graphistes, il faut que ces graphistes-là puissent comprendre très rapidement la manière dont vous avez travaillé, et plus vous serez organisé, plus il sera facile pour eux de reprendre votre travail. Et c'est aussi important pour vous qui pouvez récupérer un ancien projet que vous avez stocké et qui va vous servir pour un autre projet, de recomprendre très rapidement votre logique de travail et de pouvoir enchaîner directement sur des modifications, etc. Quelque chose de très important avant de passer au raccourci, ce sont la colorisation que l'on peut modifier ici avec les différents carrés et les différentes couleurs proposées. Ça vous permet de à la fois différencier, ici nous différencions les dalles supérieures des dalles avec opacité, mais ça vous permet également de différencier les guides, ici ils sont en rouge, des caméras. Ça vous permet au sein de votre animation de pouvoir différencier des solides les uns des autres. Et donc pensez bien à renommer et à coloriser proprement vos compos pour avoir une lecture ultra rapide de vos projets par d'autres graphistes ou par vous-même plus tard, comme je l'ai expliqué. Dans un second temps, j'aimerais vous parler au-delà même de toutes ces préoccupations d'organisation, de quelque chose de très simple, mais à retenir, ce sont les raccourcis. Alors, nouvelle composition, hop. Alors, par exemple, pour un nouveau solide, CTRL Y, très important. Donc là, on a, comme ça, un solide. Alors, plutôt que venir cliquer à chaque fois sur cette flèche, transformer, etc., on va apprendre les raccourcis de ces éléments. Vous avez A pour Anchor Point, le point d'ancrage en anglais. Vous avez P, la position. S, Scale, ou échelle. R comme rotation. Et T pour l'opacité. Alors,
pour avoir la possibilité d'afficher non pas un par un en appuyant P, S, T, R, A, et ben vous tenez majuscule enfoncé et vous faites A, T, P, R. Et comme ça, vous avez les éléments qui viennent s'additionner en affichage sous votre solide. Et donc ça vous permet comme ça de voir de manière beaucoup plus rapide les propriétés qui vous intéressent. Alors là, quand on est par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, vous voulez voir exclusivement les propriétés qui ont été modifiées dans le temps, vous appuyez sur U. Et comme ça, vous avez directement les points clés qui s'affichent. C'est extrêmement important quand vous allez avoir une couche d'une plus de vingtaine de solides, de vidéos, de choses comme ça. Il est très important de pouvoir comme ça naviguer dans les paramètres de manière extrêmement rapide. Ensuite, pour la précomposition, CTRL Maj C, voilà, précomp solide bleu. Comme ça, vous pouvez double-cliquer, vous rentrez dans la précomp. Si vous voulez faire un rendu de votre animation, on l'a vu dans le premier tutoriel, vous avez comme ça les petites barrettes qui vont limiter à la fois votre prévisualisation RAM qu'on a vu également dans le premier tuto avec 0 au clavier numérique et qui va boucler comme ça autour de ces crochets de zone de travail, ce qu'on appelle la zone de travail. Et donc c'est cette zone de travail qui va être calculée par votre moteur de rendu. Alors vous envoyez cette animation avec CTRL M, pomme M sur Mac, pour envoyer comme ça en mode de rendu. Je vous invite à aller voir le premier tuto pour tout ce qui est rendu, etc. C'est la fin de ce tutoriel sur les formes, l'animation 3D et l'optimisation. J'espère qu'il vous a plu. Je lirai tous les commentaires et si jamais vous avez des envies particulières, des animations, des génériques que vous aimeriez refaire, je peux vous l'expliquer. Vous pouvez me faire une demande par mail via le site ou via mon site internet thibomikos.com. À bientôt.